Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Dans l'ensemble des 200 camps français de la Deuxième Guerre mondiale, Rieucros a tenu une place singulière. Il fut le premier camp de rassemblement résultant du décret-loi du 12 novembre 1939. Après la déclaration de la guerre, Rieucros fut le seul camp d'internement à vocation répressive destiné aux femmes. C'est à ce camp de Rieucros que mon invité d'aujourd'hui, Michel Descollanges, qui est sociologue, a consacré un livre, le premier livre sur ce camp. Et c'est elle que je reçois aujourd'hui. Ce livre est publié aux presses universitaires du Midi. J'aurais aimé qu'on commence par Grothendieck. Oui. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs pourquoi Grothendieck est si connu ? Oui, alors Grothendieck a été un mathématicien célèbre qui a reçu, entre autres choses, a reçu la médaille Fields et qui a décidé au tournant des années 70 de quitter l'activité scientifique. Et il s'est lancé dans ce qu'on appelait à l'époque l'écologie radicale. Et alors, bon, pourquoi commencer par Grothendieck ? Effectivement, moi aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise. Je commence par Grothendieck parce que d'abord, j'ai un fils mathématicien, donc c'est une figure qui m'intéresse. Mais je commence par Grothendieck parce que vous avez commencé par Grothendieck. Oui, absolument. Et vous avez découvert Rieucros par ce détour. Absolument. C'est que il meurt en novembre 2014 et j'ai appris dans les mois qui ont suivi qu'il avait été interné à Rieucros. Je dis Rieucros comme le disent les Lozériens. Comme les locaux. Bon. Et donc, il avait été interné à Rieucros. J'ai trouvé cela absolument choquant, mais j'ai aussi recherché, je recherchais à l'époque Récoltes et semailles, son fameux écrit Récoltes et semailles, qui a été tout récemment publié, mais qui circulait sous une forme électronique. Et c'est quoi cet ouvrage ? Alors c'est un énorme livre qui, sous la forme électronique, fait 900 et quelques pages, et sous la forme imprimée, en fait près de 2000, où il raconte son histoire de mathématicien. Il revient sur toute sa carrière de mathématicien, et il insère, et c'est cela aussi que j'ai trouvé tout à fait passionnant, mais aussi poignant, il insère ce qu'a été sa vie d'interné, dans un camp, ce qu'il appelle lui un camp de concentration, mais aussi l'histoire de ses parents. Et comment l'histoire de ses parents, et en particulier de son père, qui a été déporté à Auschwitz... Qui s'appelait comment, son père ? Alors, il s'appelait vraisemblablement Tanarov. D'accord. Grothendieck étant le nom de jeune fille de sa mère. Absolument. Et donc, là aussi, l'histoire de Grothendieck a été particulièrement difficile. C'est que quand il est né, sa mère était encore mariée avec un monsieur qui s'appelait Radat, et ce qui fait qu'il a été identifié comme étant le fils de Radat. Et ce qui fait qu'il y a eu Radat, quelques mois après, a écrit une attestation de retrait de paternité, et en revanche, Tanarov a reconnu la paternité de Grothendieck. De ce point de vue-là, les choses étaient réglées, mais du coup, Grothendieck a continué à être nommé Radat, y compris en 1940, quand il a été envoyé avec sa mère, d'abord à l'hôtel Bompard à Marseille. Quelques mots sur l'hôtel Bompard à Marseille.
Alors, l'hôtel Bompard, ça a été un sas, et dans lequel les femmes qui étaient internées à Rio Cross, mais dans d'autres lieux aussi, hein, qui étaient internées à Rio Cross, étaient envoyées quand elles avaient pu obtenir des papiers leur permettant de négocier une réémigration. Et puis, certaines d'entre elles ont été envoyées à Rio Cross avant d'être envoyées certaines ont été envoyées à Bompard, avant d'être envoyées à Rio Cross. Alexandre Grothendieck et sa mère, le prénom de sa mère Anka Grothendieck. Voilà. Donc, Alexandre et Anka passent par Bompard. Oui. Bon, ils ont immigré, ils sont passés par l'Allemagne, enfin, ils sont arrivés en France, et ils sont donc internés tous les deux à Rio Cross. Ils sont envoyés, Rio Cross. Oui, à Rio Cross. En quelle année? Le 20 août 40. Le 20 août 40, c'est donc la deuxième période du camp de Rio Cross. Oui. La mère survit et vous ouvrez par Grothendieck, mais vous fermez aussi, non pas par Alexandre, mais vous fermez par Anka. Et vous signalez notamment qu'elle a écrit un roman. Oui, enfin un livre, un roman autobiographique. Et qui est, là aussi, qui n'a pas été traduit, hein, qui là aussi c'était extrêmement abondant, il fait plus de 700 pages, et qui, là aussi, qui est une démonstration de ce qu'a été la jeunesse de sa mère, mais c'est un livre qui s'arrête au moment où son fils Alexandre naît, mais il y a quand même une incise que je cite dans mon livre, qui est son souvenir de ce qu'a été ce camp, mais surtout de ce qu'a été sa libération du camp à ce moment, et je trouvais particulièrement émouvant, quand elle a l'intuition d'une perte énorme qui a été la distance entre ce qu'elle imaginait vivre et ce qu'elle a vécu quand elle est libérée du camp. Et à ce moment-là, Elle est libérée à quel moment? En janvier 44. Hein. Et elle a survécu, mais elle est décédée mais elle n'est pas juive. Ouais. Hein. Et elle n'est pas juive, alors que le père Tanarov l'était. Il l'était. On va terminer avec Grothendieck. Alexandre, il a quel âge à l'époque? Eh bien, il est né en 28. Hein. Donc, il a 12 ans quand il est envoyé à Rio Cross. Hein. Donc, il étudie dans la ville voisine, enfin dans la ville, c'est quasiment une banlieue de cette ville, à Mende. Oui. Et ensuite, il est sauvé parce qu'il est envoyé au Chambon-sur-Lignon. Au Chambon-sur-Lignon. Absolument. Bon. Ce petit exemple montre comment vous avez construit votre livre avec un travail d'archives tout à fait exceptionnel. Toutes les archives possibles et imaginables, tous les témoignages dans toutes les langues possibles et imaginables, et à l'intérieur d'un livre qui est en même temps une réflexion sur le sort des étrangers et sur cet internement entre, disons, 39 et 42, vous faites vivre une multitude de personnages, de femmes pour l'essentiel. Oui. Alors, peut-être que ce que l'on va faire, c'est d'abord situer Rio Cross, car peu de gens y sont allés. Nous nous sommes rencontrés en 2019. Oui, alors, Rio Cross est un vallon qui est situé et le lieu où le camp a été édifié est situé à peu près à 2 kilomètres du centre de Mende. Donc Mende, et d'ailleurs ça a été assez amusant quand il y a eu les premiers hommes ont été envoyés dans ce camp, le journal de l'immigration allemande, Pariser Tageszeitung, a eu besoin de situer
géographiquement où se trouvait ce camp. Alors, sur les flancs d'un Causse, c'est un endroit, quand on y va, quand on ne sait pas ce qui s'est passé, c'est un endroit magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est que matériellement ce camp? Donc, les premiers internés y arrivent. Vous nous expliquez dans quelles circonstances les premiers internés y arrivent? Alors, les premiers internés, ça a d'abord été des hommes. Hein. Ils arrivent à partir de la mi-février 1939. Et donc, nous sommes avant la guerre. Et ce sont des hommes ce sont des étrangers dont la France ne voulait pas, mais qui ne pouvaient pas être renvoyés chez eux, hein, parce qu'ils y auraient été en danger. Donc, étaient parmi eux un certain nombre d'Allemands, d'Italiens, et puis aussi des Russes. Alors, il faut rappeler quand même que ces Allemands sont ce qu'on appelle des anti-nazis, et les Italiens sont des libertaires, surtout. Fascistes. Oui. Voilà. Bon, et donc, disons les 2/3 des hommes qui ont été envoyés à Rio Cross étaient des hommes qui revenaient de la guerre d'Espagne, qui avaient été des vétérans. Hein. Parce qu'il y a vraiment une histoire espagnole du camp de Rio Cros, on y reviendra. Ils sont à peu près combien? Bon, en tout, moi j'ai pu en repérer 92. Bon, disons une petite centaine. Oui, c'est ça. Disons une petite centaine. Et alors, où est installé ce camp? Quelle est la forme physique de ce camp? Oui, alors, quand les hommes sont envoyés, et puis au début, ça a été le cas pour les femmes, ils sont envoyés dans un bâtiment qui, auparavant, appartenait à l'évêché. Et puis, à la faveur du partage du début de la loi de séparation siècle, de la loi de séparation, le bâtiment avait été acquis par la ville de Mende. Donc, quand les hommes sont envoyés dans ce lieu-là, et il y a quelque chose qui est important à souligner, c'est que en fait c'est par un accord tacite entre le maire de Mende et le préfet Robert Bizardel. Or, le projet qu'avait le préfet et le préfet de la Lozère et le maire de Mende, c'était un projet d'accueil de réfugiés politiques étrangers. Et on voit bien dans les archives, au mois que le préfet se bagarre avec le ministère de l'Intérieur, parce que lui a proposé d'accueillir un centre d'accueil pour les réfugiés politiques étrangers. Or, le ministère vient de déclarer qu'il veut créer un centre pour les indésirables. Et donc, il se précipite sur cette opportunité. Et le préfet qui avait, avec l'accord du maire de Mende, qui prévoyait d'accueillir des réfugiés politiques étrangers, en fait, va accueillir des internés. Voilà, des hommes dont la France ne voulait pas. De cette période, il reste une œuvre qui est finalement le bijou finalement de ce camp, qui est un rocher sculpté. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est un rocher sculpté qui est assez surprenant. Parce que d'abord, il faut monter, il faut faire l'effort de monter pour aller en haut du camp, où il y a un énorme rocher avec différentes facettes. Et alors, sur une des facettes, ce rocher représente un homme en armes, mais de manière assez surprenante, il porte un casque qui est un casque des combattants de la guerre de 14. Et donc, et puis avec des mains qui se tiennent, etc. Et donc, il a été édifié pour célébrer les 150 ans de la Révolution française. Donc, les dates sont donc 1789, 1939.
Hein. Et alors après, c'est un beau rocher, et après la question est de savoir qui est l'auteur de ce. Et vous avez réussi à démêler la question? Pas vraiment, parce que je n'ai pas la preuve or je n'ai affirmé les choses que lorsque je pouvais les affirmer. Je n'ai pas la preuve que... la probabilité. Oui, des probabilités, c'est que un des Italiens était un sculpteur sur pierre. Il était encore là quand pendant au mois de juillet 39, donc il est fort possible qu'il ait eu des responsabilités à ce sujet-là. Mais là où il y a un trouble, c'est que 6 mètres plus loin, on a le nom de Walter Djerk, qui lui était un Allemand qui était un mécanicien, qui est revenu, un vétéran, qui est revenu blessé de la guerre, mais qui avait fait la guerre de 14-18 dans les rangs allemands. Il en avait été blessé, donc on peut se demander... Ça peut être lui aussi. Oui. Alors, ces hommes, ils arrivent février 39 et ils partent en octobre 39. Ils vont où ? Alors d'abord, une partie d'entre eux avaient réussi à s'échapper. Donc, c'est-à-dire, sont les libertaires italiens avaient réussi à s'échapper. Et ensuite, les hommes, eux, ceux qui restent, sont envoyés au camp du Vernet. 2 mots sur le camp du Vernet, parce que c'est quand même dans cette myriade de camps d'internement, le Vernet a une personnalité particulière. Oui, parce que c'était un camp particulièrement dur, sur le plan du régime de surveillance, et c'est un camp où la majorité des responsables politiques allemands, mais d'autres pays, ont été envoyés. Et c'est un camp où finalement un nombre considérable d'hommes ont été envoyés, et d'où ensuite des rafles ont été organisées. Par exemple, le père de Grothendieck, c'est au camp du Vernet qu'il a été envoyé dès le mois d'octobre. Et ces hommes, c'était pour une partie d'entre eux des communistes, notamment allemands, et pour une autre partie vous dites libertaires, des anarchistes, oui, pour donner un synonyme, et notamment ceux qui avaient fait partie de la fameuse colonne Durruti, oui. Alors, mais il y a eu des poumistes aussi. Comment ? Il y a eu aussi des poumistes. Des poumistes, c'est-à-dire des trotskistes, et plus tard d'ailleurs, dans la partie des femmes politisées internées à Rieux-Cros, parce que je dis Rieux-Cros maintenant, il y aura aussi cette même gamme politique. Alors, ils partent, donc le camp est libre. Oui. Les bâtiments sont libres. Les bâtiments sont comment ? C'est des baraques ? Non, alors justement, les 2 premiers bâtiments sont des bâtiments en dur, qui depuis ont été d'ailleurs acquis par des particuliers et restaurés. Et donc, quand les hommes sont là, ils sont installés dans ces bâtiments-là. Et au début, quand les femmes sont envoyées, elles sont elles aussi envoyées dans ces bâtiments. Le projet était de développer une réception plus importante des femmes, ce qui fait que il y a eu un projet qui a été mis en œuvre de construction de baraques en bois. Les baraques en bois ont commencé à être occupées, disons, fin mars 40. Alors, la deuxième partie du camp, c'est qui ? Donc ça devient un camp de femmes. Oui. C'est le seul. C'est le seul spécifiquement de camp de femmes. Il y aura des femmes internées dans toute la nébuleuse des camps, Rivesaltes, Gurs. Mais là, que des femmes. Alors, c'est qui les femmes de la deuxième
Histoire du camp. Oui, alors, bon, là ça, justement, ça a été... La difficulté aussi, c'est que c'était de travailler à la fois sur des archives, et alors, bon, et là, bon, c'est vrai que, bon, moi j'ai eu la chance quand même de bénéficier d'ouverture d'archives un petit peu partout, hein. Et donc, il m'a été possible de montrer que étaient là effectivement un certain nombre de femmes qui avaient été arrêtées pas pour des raisons d'affiliation politique, mais que beaucoup d'autres femmes l'étaient pour d'autres raisons. Hein. Donnez les raisons. Alors, en particulier, bon, dès le début, il y a des femmes qui ont été arrêtées parce que elles étaient dites racolées ouais. Dans les cafés. Ouais. Et donc quand on voit après, grâce justement là au dossier à leur dossier qui figure aux Archives nationales, il est possible de voir que ce sont des femmes qui étaient étaient venues se réfugier en France et qui, disons, avaient en France le mode de vie qui était le leur, qui était relativement libre, dans des milieux cultivés, donc on fréquentait effectivement les cafés, bon. Et donc une partie de ces femmes sont là, je pense par exemple à Helena Frank. Helena Frank qui était l'épouse de Léonard Frank, qui était un écrivain qui avait été très célèbre pendant la Première Guerre mondiale, et au sujet de laquelle il y a une notice extrêmement méprisante. Disons qu'elle racole avec sa sœur dans les cafés, etc. Bon, voilà. Or, donc, elle fait partie des femmes qui ont été internées et qui ont réussi à se libérer. Mais il y a d'autres femmes, et là aussi, ce qu'on voit, ce sont des femmes que moi j'ai nommées des immigrés du travail, c'est-à-dire des femmes qui étaient venues en France. Parfois, certaines d'entre elles étaient depuis le début du XXe siècle, mais la majorité d'entre elles sont arrivées après les accords de coopération de 1920, ouais. Et elles sont venues travailler, enfin, c'était soit les pères, soit les maris, soit elles-mêmes qui sont venues travailler en France. Et notamment dans le bassin minier. Oui, alors notamment dans le bassin minier du Nord, mais alors, pour ce qui concerne les ouvrières agricoles, c'était un peu partout. Un peu partout, hein, absolument. Oui, c'est des choses qui ont été bien étudiées par Janine Ponty. Oui, tout à fait, dans sa thèse sur l'immigration des Polonais. Donc, il y a combien de femmes dans cette... D'abord, vous faites aller cette deuxième période jusqu'à quelle date ? Moi, j'ai fait jusqu'au mois de juin. Parce que au mois de juin, il y a toute une période, juin 40. Hein. Donc en fait, on est dans cette période intermédiaire, qui est la période qui suit la déclaration de guerre, où il se passe pas grand-chose, dans cette période qu'on a appelée la drôle de guerre, oui. Mais où on interne les étrangers ressortissants de pays ennemis, et le déclenchement de la vraie guerre, si je peux m'exprimer ainsi, à partir de juin 40. Alors dans cette deuxième période, quelle est la nationalité des femmes ? Les Allemandes sont majoritaires, hein. Mais il y a aussi beaucoup de Polonaises, mais les Allemands sont majoritaires. Et puis alors, sont arrivés aussi les Espagnols. Alors un mot sur les Espagnols, parce qu'on a cité Grothendieck. Il y a dans cette galerie de portraits que vous faites, il y en a deux que je dirais de grande notoriété. C'est Grothendieck et Michel de Castillo et sa mère Isabelle. Oui.
Et puis, il y en a de notoriété moins grande, mais que les historiens connaissent bien, qui sont des femmes communistes, souvent mariées à des grandes personnalités communistes. Absolument. Alors, les Espagnols, peut-être qu'on va passer par Michel del Castillo pour que nos auditeurs comprennent très très bien. D'abord, qui est Michel del Castillo? Parce que la mémoire est courte. Oui, mais Michel del Castillo bien, est un romancier français. Très connu. Oui, absolument. Ouais. Et dans son premier livre... qui s'appelait... Tanguy, non. Écoutez, comment ça s'appelle? J'ai un trou de mémoire aussi, oui, bon, peu importe. Oui, bon, son premier livre que moi-même j'avais lu quand j'étais adolescente. Moi aussi. Et donc, dans son premier livre, il a un chapitre consacré à Rieucros, où il parle de la douleur de son internement, puis du froid permanent. C'est aussi le leitmotiv de sa mère, puisque l'ouvrage, le témoignage de sa mère a été traduit il y a à peine 2 ans. Bon. Alors, quand est-ce que sa mère arrive? Alors, sa mère arrive début juin 40, et elle va chercher son fils à la fin du mois de septembre. Et il a quel âge à l'époque? Il a 7 ans. Bon. Et il subodore beaucoup plus tard. Les rapports avec sa mère sont difficiles. Oui. Et c'est une femme que je dirais, d'après ce que vous en dites, complexe. Et il subodore qu'en fait, elle le fait venir pas du tout parce que il lui manque, mais pour d'autres raisons. Oui, pour se protéger. Alors, là, en même temps, je veux dire, l'information que nous avons au sujet d'Isabel del Castillo, là aussi, c'est le fils a pris le nom de la mère. L'information que nous avons à travers son fils n'est effectivement pas très élogieuse. Alors, il est possible qu'il ait parlé de la vraie mère, mais il est possible aussi qu'il y ait ses propres représentations. Et Alors, comment elle arrive dans le camp? Et pourquoi? Alors, elle arrive... Elle est arrêtée. Elle est à ce moment-là, elle est près de Clermont-Ferrand. Où elle a réussi à venir en France, alors qu'elle avait un rôle apparemment important au sein de la radio à Madrid, et elle a réussi. Quelle tendance elle était du côté des Républicains. Ouais. Et on peut lire d'ailleurs à la bibliothèque La Contemporaine, on peut lire les l'ancienne journaux, BDIC à Nanterre. Oui, on peut lire Blanco y Negro de Guerra, les articles qu'elle a écrits à cette période-là. Évidemment, je suis allé consulter. C'est magnifique. C'était une femme extrêmement enthousiaste, etc. Alors, on n'est plus du tout dans le même registre que les écrits de son fils à son sujet. Hein. Ouais. Donc, en fait, elle n'est pas le seul à être du côté des républicains espagnols. Donc, on sait qu'il y a eu ce qu'on a appelé la retirada, c'est-à-dire que ils ont passé par, je n'ai pas le chiffre en tête, mais des dizaines de milliers ont passé la frontière. 450 000. Combien? 450 000. 450 000. J'allais dire des centaines de milliers, puis j'ai douté de ma mémoire. Et qu'ils ont été internés dans des camps Saint-Cyprien, Argelès, voilà. Et il y a un petit nombre de ces femmes qui arrivent à Rieucros. Combien à peu près? En tout, il y en a eu, sur les différentes périodes, il y en a eu 164, si je me souviens bien. Mais alors, la particularité, parce qu'elles sont envoyées dans des centres d'accueil. Et d'ailleurs, en Lozère, il y a plusieurs centres d'accueil des réfugiés espagnols. Pourquoi sont-elles envoyées à Rieucros? C'est-à-dire par mesure administrative, donc par décision de la police, elles sont envoyées à Rieucros parce que dans les centres d'internement où elles sont accueillies, elles refusent
quand on le leur demande, elles disent non seulement refuser de retourner chez Franco, j'emploie la formule qui était employée, mais en plus, elles engagent leurs compagnes à refuser. Et ce qui fait qu'elles provoquent beaucoup d'agitation, en somme, dans les centres d'accueil. Et à ce moment-là, elles sont envoyées à Rio Cross. Et puis, on a une seconde vague, qui sont les femmes qui se sont battues en 1941, quand elles étaient effectivement dans les centres du sud de la France. À ce moment-là, elles se sont battues avec les gendarmes. Et parce que les hommes qui venaient du camp du Vernet, qui étaient déportés en Algérie, les ont appelés au secours et elles sont allées se battre avec les gendarmes, et une cinquantaine d'entre elles ont été envoyées à Rio Cross avec leurs enfants. Alors, on est dans cette période, effectivement, où il y a finalement les conséquences immédiates de la défaite républicaine dans la guerre d'Espagne, mais on est aussi dans cette période très particulière du pacte germano-soviétique, du pacte Staline-Molotov, qui a comme conséquence ici en France, de mettre le Parti communiste hors la loi. Le Parti communiste est interdit. Absolument. Est interdit. Alors, ça a pour conséquence aussi qu'il y a un certain nombre de femmes communistes françaises qui arrivent à Rieucros. Oui, tout à fait. Alors, les premières qui arrivent, d'ailleurs, c'est la famille Péry. La famille de Gabriel Péry. Alors, Gabriel Péry, il est recordman dans les noms de rue. Oui. Donc, tout le monde connaît le nom de Gabriel Péry, mais... il a été un des dirigeants du Parti communiste français, et il a été directeur de l'Humanité. Et qui a été fusillé au Mont-Valérien. Absolument. Donc, la famille Péry, c'est qui ? Alors, la famille Péry, c'est d'abord sa femme, Mathilde, et puis c'est sa belle-sœur, qui est ex-Marty, qui a été l'épouse de Marty. Alors, qui est Marty ? Et Marty, lui, était un dirigeant des brigades internationales. Voilà. Alors, André Marty, qui a été aussi un des grands dirigeants du Parti communiste, surnommé le boucher d'Albacete, il paraît qu'il faudrait nuancer, mais qui a été une sorte de commissaire politique dans les brigades, et qui, lui, est passé à Moscou et a passé l'essentiel de la guerre à Moscou. Donc, il y a les deux sœurs, la petite, disons, qui a été surnommée Pépette. Elle a 2 ans, j'ai eu au téléphone depuis, évidemment. Elle n'a pas de souvenir. Non, elle n'a pas de souvenir, bien sûr. Et puis leur mère. Et donc, elles arrivent, ce sont les premières Françaises qui arrivent en mai 40. Et puis après, quelques femmes. Et début novembre 40, là, on a quelques militantes communistes bien repérées, au sujet desquelles les renseignements généraux ont des dossiers assez fournis, et qui sont envoyés au mois de novembre. Mais à la fin de l'année 40, il y a en tout une vingtaine de Françaises, dont... Mais il y a aussi des communistes qui ne sont pas françaises. Parce qu'on reviendra sur cette question-là, les gens n'ont pas une seule identité, ils peuvent être français communistes, ils peuvent être polonaises, parce que c'est des femmes communistes et juives. Oui. Donc il y a... vous attachez à ces questions d'identité. Donc, quels sont les communistes top qui ne sont pas françaises et qui sont aussi internées ? Oui, alors ce sont justement, ce sont celles qui vont finalement avoir la direction
communiste du camp, hein, si je peux le dire comme ça. Hein. C'est que, on pouvait quand même s'en douter, mais il est évident que le Parti communiste essaye d'organiser une direction pour avoir des conduites communes. Vous donner un petit bout d'archives que j'ai trouvé amusante, même si rien de tout ça n'est très drôle, qui est quelque chose qui vient de Moscou, où une personne dont j'ai oublié le nom a réussi à gagner Moscou et qui donne son avis pour celles qui sont dignes de recevoir des colis. Et on voit qu'il y a des bonnes communistes, des moins bonnes. Oui. Alors ça effectivement, je veux dire, l'illusion d'une grande, Stéphie Spira plus tard, enfin dans un livre parlera de la grande famille des communistes. Bon, au sein de la grande famille, évidemment, il y avait toutes les familles. Oui, il y avait beaucoup de tensions. Hein, et par exemple, ce dont vous parlez, je pense, d'Aïda Glicker, qui avait, elle, réussi à réémigrer en URSS, qui fait un commentaire pas du tout sympathique à l'égard de la direction des Allemandes qui dirigeaient le travail communiste, enfin qui de fait ne dirigeaient rien, selon elle. Hein. Et alors parmi ces communistes, il y en a une qui m'a beaucoup intéressé, vous le savez, qui est Janina Sorachevska, oui. Janine, oui. Qui est là aussi avec sa fille. Et dites-nous deux mots de... Oui, alors là, elle, on la voit peu dans les archives. Hein. On la voit... Si vous l'avez vue beaucoup dans les archives départementales à Saint-Étienne, dans la surveillance, absolument. Elle travaillait auprès alors, des mineurs. Là, c'est dans son dossier aux Archives nationales. Hein. Ah, il est aux Archives nationales. Et effectivement, là, d'où l'intérêt qu'il y avait d'ailleurs, là c'est une incise, mais d'aller voir les dossiers quand il y avait des dossiers qui permettaient de savoir qui étaient les femmes, parce que qui sont les 650 000 dossiers de la surveillance des étrangers. C'est parfois assez impressionnant parce qu'on voit la militante qu'elle a été, puis le rôle qu'elle a pu jouer quand elle était en Espagne, à Saint-Étienne, et en particulier, ce que j'explique pour ce qui la concerne, c'est que avant l'été 39, il y a les associations, les syndicats présentaient des textes pour la soutenir, des motions pour la soutenir, et donc le préfet avait était d'accord pour qu'il y ait des sursis, et donc elle pouvait rester en France. Bon, tout de suite après la déclaration de la guerre, c'était terminé. Alors je précise pour les auditeurs, que en 1944, elle rencontre Albert Goldman, et que c'est donc la mère de Pierre Goldman. Oui. Alors, comme le temps file, j'aurais souhaité que vous nous parliez de trois personnes, mais 1 plus 2. J'aurais voulu que vous nous parliez un petit peu... Alors oui, la troisième période, très rapidement. Oui, alors là, la troisième période, ça va être... D'abord, elle va démarrer, elle va complètement changer la politique. C'est que, alors que jusqu'alors, il était très difficile pour les femmes de partir, là, au contraire, les départs vont être organisés. Et il va y avoir, notamment au début du mois d'août, le passage d'une commission allemande. La fameuse commission Kunt de criblage. Oui. Et là, ça a été... Et là, à ce sujet-là, on a beaucoup de témoignages différents les uns des autres. Et puis, ce qui était intéressant, c'était justement de voir à quel moment ils avaient été formulés et à quel moment ils prenaient sens. Bon, il est évident qu'après, toute une légende a été construite autour de ça. Hein. Bon, Mais il y a un certain nombre de femmes étrangères qui retournent, qui n'étaient pas là
pour des motifs politiques, qui n'étaient pas juives et qui retournent, qui en Allemagne, qui en Italie. Oui, alors, sauf que justement, certaines d'entre elles étaient juives. Et une des particularités, ce que j'ai pu voir, c'est que, en fait, au début, il n'y avait pas une inscription systématique de la confession des femmes. Vous remarquez que l'inscription, c'est soit juive, soit israélite. Oui. Et donc, il n'y avait pas d'inscription systématique. Ce qui fait que, progressivement, j'ai découvert que tout un ensemble de femmes qui étaient juives n'étaient pas... On ne pouvait pas le savoir, soit si... On n'allait pas rechercher dans les dossiers conservés aux archives nationales. C'était pas, excusez-moi, mais c'était pas aux archives nationales, c'était les archives de la police. Oui. Et les nazis ont mis la main dessus. Et c'est grâce aux nazis, puis aux soviétiques qui ont mis la main dessus à Berlin, qu'on peut maintenant les consulter aux archives nationales. Sinon, c'était vraiment les dossiers de la police. Ah oui. Alors, donc, la troisième période... Oui, donc ça démarre avec des départs, et donc, y compris avec des départs de femmes juives. Et puis, ce qu'on voit, c'est que, de manière discrète, l'administration a contribué à quelques départs. Et notamment de femmes juives, mais qui sont parties en Lozère, ou même, je cite l'exemple de trois jeunes femmes, c'était en septembre 40, qui, grâce au maire de Mende, ont pu rentrer chez elles. Malheureusement, une des trois a été raflée ensuite, mais donc on assiste à cette période-là. Ce qu'on voit aussi, c'est un document de la police, du ministère, qui explique que les libérations peuvent être données par la préfecture de Mende, de la Lozère, à la condition, sauf... et 2 articles, les femmes qui sont juives, les femmes qui ont été dénaturalisées. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose commence, qui est une surveillance des femmes. Donc, qu'est-ce qui se passe donc dans la troisième période ? Rapidement, parce que j'aurais vous poser après 3 questions. Bon, alors ce qui se passe, c'est que les femmes vont avoir de plus en plus de mal à partir, et puis mais il va y avoir un certain nombre de libérations, donc conditionnelles, que ce soit du côté des Françaises ou du côté des étrangères. Et puis, mais du coup, avec ces départs, c'est un changement, y compris sur le plan des nationalités présentes. Et à la fin et au début de l'année 42, ce sont les Françaises qui sont la nationalité dominante. La plus nombreuse. Quand vous dites à la fin, c'est parce que le camp va être transféré et transféré à Brens. À Brens, dans le Tarn. Oui. Près de Gaillac. Alors, j'aurais voulu évoquer 3 personnes. Kali et Lola et Dora Libeskind. Alors, on va commencer par Kali. Kali, c'est un personnage, il y a un ensemble qui était une tzigane, et c'est très difficile de savoir, en fait, comment elle était nommée, quel était son âge, et donc, finalement, qui était Kali, à la fin là j'ai regardé énormément d'archives, je continue d'ailleurs à enquêter à son sujet, et c'est une... vraisemblablement, moi maintenant j'arrive à penser que elle est née en 1885, et puis et elle s'échappe,
mais elle ne sera pas la seule, elle s'échappe, elle est ramenée, et les internés ont écrit à son sujet, ont écrit un poème qui est absolument extraordinaire, dont je cite une grande partie, et puis ont pris des photos, mais que je n'ai pas... Donc, Cali est un personnage qui a incarné, à mon sens, le rêve de liberté, parce qu'elle était autre. Hein. Et ça, c'était quelque chose qui était précieux, hein, pour les internés. Alors, vous nous avez dit, et on le voit en lisant votre livre, que ce camp n'est pas un camp pour les Juifs. Ce qui n'empêche qu'il y a des femmes juives dans ce camp. Donc, vous pourriez nous raconter brièvement l'histoire de Lola et Dora Liebeskind. Alors, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Et quand j'ai lu les archives et que je vois que ces toutes jeunes filles se sont échappées à 2 reprises du camp de Rivesaltes. Et à ce moment-là, j'ai essayé d'en savoir davantage, et j'ai pris contact. Fort heureusement, j'ai réussi à trouver, grâce à Internet, j'ai trouvé les coordonnées d'une femme qui aurait été leur nièce, hein, qui était la fille de la jeune sœur de Lola et Dora. Et donc Lola et qui, je suis allée la rencontrer à la caserne d'Ossine, qui est en Belgique, et puis nous nous sommes retrouvés aussi au mémorial de la Shoah à Paris, et je continue à être en contact avec elle, et grâce à elle, elle m'a procuré un entretien réalisé avec sa mère, et sa mère racontant ce qui s'était passé, racontant l'histoire de la famille. Et ayant cette formule terrible, qui est que, mais si elle ne s'était pas... À un moment, elle-même a été délivrée parce qu'il y a eu un coup par des résistants, elle-même a été libérée du camp dans lequel elle était, et elle dit, mais si elle ne s'était pas échappée, elles auraient été libérées aussi. Hein. Parce que le reste de la famille, les parents ont trouvé à travailler en Savoie, le frère aussi, elle-même a été envoyée, la jeune sœur a été envoyée pour travailler dans la vallée du Rhône. Et donc Lola et Dora, elles, ont été envoyées à Rio Cross à partir du mois d'août 41. Et de là, elles ont été transférées à Breims et elles ont été déportées. Et déportées, on le voit bien là, ça dans les archives de la CIMAD. La CIMAD, c'est l'organisation protestante qui est née en 1939, précisément pour aider les internés de cette poussière de camp qui a recouvert la France. Oui. Et donc, on voit dans les archives de la CIMAD que l'assistante de la CIMAD essaye, parce que les femmes qui sont arrêtées à Breims, elles sont envoyées à Saint-Sulpice, un camp qui était situé à Saint-Sulpice-la-Pointe, où là, qui était une plaque tournante, et là, elle essaye d'intervenir en leur faveur, en espérant que la plus jeune Lola va pouvoir être libérée parce qu'elle est en mauvaise santé. Et puis, elle a 16 ans à l'époque. Et puis non, elles n'ont pas été libérées. Hein. Alors j'aurais souhaité qu'on consacre les quelques minutes qui nous restent à parler du présent du camp. Nous nous sommes rencontrés parce que il s'est créé à Rieucros, à Mende, une association qui est très active et qui a décidé à la fois de sauvegarder le site et de s'occuper de la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association ? Parce que je crois que
on peut lui rendre hommage. C'est pour ça qu'on est là toutes les deux aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Bon, elle a été créée, elle a 30 ans. Elle va avoir 30 ans d'ailleurs cette année. Ouais. Elle a essayé elle a déjà installé il y a quelques années un chemin de mémoire, c'est-à-dire des plaques qui permettent aux personnes qui viennent de se repérer, de savoir quelle a été l'histoire. Et maintenant, elle donne régulièrement des informations concernant ce camp dans les journaux locaux. Et puis, elle a un bulletin qui paraît deux fois par an, qui, là aussi, est très nourri et qui, chaque fois, revient pas forcément sur tel ou tel point au moment de l'histoire, mais sur les internets au sujet desquels on continue à avoir des informations grâce aux générations suivantes. Et le site maintenant va être réaménagé grâce au soutien de la mairie de Mende et je pense grâce au soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors il faut y aller à Rieucros. D'abord, Mende est une ville absolument charmante, difficile d'accès. Quand je dis difficile d'accès, c'est qu'il n'y a pas de train. Il faut quelques heures pour réussir à y aller. Mais on peut joindre la visite de Mende, la marche à pied, la randonnée, la visite du camp de Rieucros et admirer le fameux rocher, et puis voir aussi tout à côté le terrain, le lieu où a été tournée la fin de la Grande Vadrouille, c'est-à-dire le terrain d'aviation où il décolle à la fin, ce qui permet de joindre plusieurs lieux de mémoire. Michel Descolonges, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Un camp d'internement Lozère, Rieucros, 1938-1942, et c'est paru aux presses universitaires du Midi, et vous avez compris que c'est une mine. Merci.